Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius. J'ai terminé Outer World, je vais vous dire donc mon avis. Je tiens d'ailleurs à en profiter pour remercier le youtubeur Dragon Vert, un petit youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés, je crois qu'il est proche des 1000 abonnés, il faudra que je vérifie, qui m'a contacté cette semaine pour dire « Écoute, je vois que tu fais beaucoup de vidéos avis sur ta chaîne, est-ce que ça te dit que je te fasse ta miniature pour la vidéo avis d'Outer World ?» Et j'ai fait « Mais vas-y, il n'y a pas de problème, tout et tout. » Et c'est pour ça que j'ai une miniature très spéciale, parce que c'est lui qui l'a fait, elle est vraiment très réussie. Donc je vous prie d'aller sur sa chaîne, il fait majoritairement du Total War, ça l'arrive de faire d'autres jeux en stream et ce genre de choses. C'est vraiment un super gars, et je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne. Maintenant, pour retourner sur le vif du sujet, maintenant que c'est un peu le côté sponsor qui se termine, qu'est-ce que j'ai pensé d'Outer World 2 ? Eh bien, c'est particulier, parce qu'Outer World 2 est un excellent RPG. Pour le comparer à AOED, à Bloodline 2 et à Outer World, donc ça veut dire deux autres jeux d'Obsidian et l'autre RPG du moment, on est sur quelque chose de très très différent. Vraiment, ça, il faut vraiment le retenir, c'est qu'on est sur vraiment une structure narrative qui va changer pas mal de choses au niveau des codes. Voilà, donc vraiment, Outer World 2 m'a bluffé d'ailleurs sur ce nouveau système de structure narrative. Je vous expliquerai ça après. Déjà pour commencer, j'avais pas aimé AOED parce que c'était trop classique, et j'ai pas accroché au gameplay, et le fait que le 85% des coffres étaient du loot de craft inintéressant, alors que dans Outer World, vous pouvez ouvrir n'importe quel autre endroit dans le jeu, vous allez trouver des objets légendaires. C'est peut-être même l'inverse, vous allez peut-être trouver des objets légendaires à ne plus savoir qu'en faire. Là, j'ai une dizaine d'armes légendaires. Là, alors là, sur cette run, j'ai que 5-6 armures légendaires, et là, j'ai 5-6 casques, mais globalement, on trouve pas mal d'objets légendaires dans l'aventure, plus encore ce système de coffre, qui fait que vous pouvez obtenir des objets légendaires assez facilement si vous trouvez des clés de cryptage. Globalement, je trouve que c'est assez organique, c'est vraiment assez bien foutu, et ce genre de choses. Il y a quelques rares quêtes qui m'ont déçu, du genre des quêtes d'énigmes pour trouver un banal fusil sans amélioration et ce genre de choses. C'est quand même relativement dommage. Au niveau des compos de craft, on est sur quelque chose de bien complet, et ce genre de choses. Je peux vous montrer vite fait l'interface de craft qui se trouve juste ici. Voilà. Donc nous avons toute cette interface de craft et ce genre de choses avec les plans que vous achetez au fur et à mesure de l'aventure. Et vous pouvez même démanteler vos pièces d'équipement. Donc même si vous trouvez quelque chose de pas extrêmement intéressant durant votre aventure, eh ben, vous pouvez le démonter et en faire quelque chose de vraiment cool. Là-dessus, en termes de difficulté, autant j'ai trouvé que AOED avait un gap de difficulté un peu bizarre, où des fois vous avancez tranquillement dans le niveau et ce genre de choses, vous roulez sur tout, et tout d'un coup il y a un mob sur la même route qui vous explose la tronche sans explication parce que le système de level est un peu mal foutu. Outer World a décidé d'abandonner son système de level, enfin, sur le papier. Ça veut dire que le système de level d'Outer World existe, parce que quand vous allez affronter certains ennemis, il y a certains ennemis qui auront des crânes. Cependant, ce ne sera pas indiqué. C'est vraiment quand vous allez vous retrouver au combat que ces crânes vont arriver, et en général, eh ben, ce sont des ennemis qui sont spécifiques par planète. Et même s'ils ont des crânes, c'est juste qu'ils feront plus de dégâts que vous. Vos dégâts ne sont pas réduits pour autant. Donc j'ai déjà éliminé des ennemis avec des crânes, avec mon personnage et ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Là, au niveau du feeling de level, je trouve que c'est largement meilleur qu'AOED et Outer World 1. Pour ce qui est pour Bloodline 2, Bloodline 2 n'a pas de système de level et ce genre de choses. Voilà. Pour ce qui est de la création de perso d'Outer World est très complète, elle est vraiment très intéressante. Vous avez donc maintenant un système d'antécédents et de traits qui vont remplacer l'origine et les caractéristiques. Alors dommage pour les caractéristiques, parce que les caractéristiques d'Outer World 1 c'était vraiment une bonne idée de gameplay, parce que ça permettait d'obtenir des capacités vraiment différentes, comme de la régénération de santé, qui à mon sens serait quand même très primordial dans Outer World 2, parce que le jeu est quand même pas évident. Ou encore le fait qu'on pouvait faire plus de dégâts de base, et ce genre de choses, voilà. Mais c'est pas trop grave, parce que les antécédents et les traits vont vous permettre de débloquer des situations qui sont véritablement utiles. Pour vous donner par exemple un exemple,
il y a une petite quête secondaire où vous êtes sur une sorte de machine qui est tombée en panne, et en fait la machine elle est condamnée à être cassée. Vous n'avez aucun moyen de la réparer, le seul moyen de la réparer c'est d'obtenir une haute compétence d'ingénierie à ce moment-là du jeu. Si vous n'avez pas cette compétence d'ingénierie, si vous possédez le trait brillant, vous pouvez la réparer sans cette compétence. Ce qui fait que ça c'est très utile au niveau de l'aventure. Il y a beaucoup de passages comme ça dans le jeu, où le jeu vous proposera toujours beaucoup d'alternatives, que ce soit du piratage, ou un trait, ou deux compétences différentes, ou un trait. On a vraiment le choix. Certains objets vont demander des consommables, comme par exemple des clés. Si vous n'avez pas les clés, vous pouvez par exemple utiliser le crochetage. Vraiment, ça rend le jeu très fluide, très organique par rapport à ça, et très impressionnant. Mais le plus impressionnant dans Outer Worlds 2, et ça je préfère le citer dans cette vidéo, c'est le système d'indices. Qu'est-ce que le système d'indices? C'est qu'en fait, quand vous jouez à Outer Worlds 2, eh ben, des fois vous avez des dialogues grisés. Vous avez des dialogues grisés et ce genre de choses, vous ne pouvez pas faire ces dialogues. Alors en général, dans la plupart des jeux vidéo, c'est parce que vous n'avez pas telle caractéristique, vous n'avez pas telle compétence, vous n'avez pas tel trait, vous n'avez pas tel avantage. Ok? Dans ce genre de situation, eh ben, je dirais que c'est un petit peu comme Baldur's Gate 3, ou encore dans certaines situations Rogue Trader, voire même le premier Outer World, il avait un truc similaire, donc là il n'y a rien de choquant, ou récemment AOED, donc là vraiment pas de souci. D'ailleurs même Bloodline 2 fait ça, mais en général c'est soit du dialogue pas très important, soit c'est des petites ramifications assez légères. Là dans Outer World 2 c'est déjà un peu plus important, parce que quand vous utilisez votre trait ou votre compétence, eh ben, c'est pour faire un skill check, hein, le principe du skill check et ce genre de choses. Par exemple, si vous n'avez pas assez de compétences sciences pour convaincre un scientifique de travailler avec vous, peut-être que si vous avez le trait professeur, que vous avez été professeur d'université, vous arriverez à sortir une phrase de votre ancienne vie, ce qui fait que vous pourrez convaincre le scientifique. Donc vraiment, là-dessus, le trait, les compétences, c'est un excellent système qu'a proposé le jeu. Et pour en revenir aux indices, c'est qu'il y a des passages clés d'Outer World qui doivent être faits avec des informations que vous récupérez dans le jeu. Par exemple, si vous avez... je vais inventer une scène. Cette scène n'existe pas. C'est pour ça que ça prend un peu de temps à réfléchir. Si vous avez une sorte de séquence d'otage, et que pour convaincre le mec qui fait l'otage, qui fait la prise d'otage de se rendre, eh ben vous récupérez par exemple une information, par exemple une tablette qui fait cette prise d'otage parce que sa fille a un traitement médical important, eh ben vous pourrez utiliser cette information, parce que vous aurez donc une petite icône qui dit vous avez récupéré cet indice qui vous permet d'avoir des dialogues spécifiques. Au début je pensais que c'était gadget, que c'était un ou deux dialogues dans des gros pavés et que ça ne va pas avoir beaucoup d'importance dans l'histoire. Et en fait, j'ai constaté très rapidement que ça a des très grosses importances dans l'histoire pour pousser des factions à être de votre côté, pour pousser des personnes à vous soutenir. Donc c'est très important ce système, et je pense qu'il est quand même très important de le souligner. Je pense surtout à ceux qui ont regardé ma vidéo du combat final, où j'ai pu donc éviter le combat final grâce à un total de 3 skill checks, plus 2 antécédents, plus 3 indices. Voilà, pour vous donner un exemple. Et je sais même pas, honnêtement, je sais même pas si j'aurais pu y arriver sans tout ça. C'était vraiment impressionnant, je suis très fier de moi au niveau du travail que j'ai fait, c'était vraiment génial là-dessus, et ça donne une satisfaction personnelle. Et je pense que c'est cette satisfaction personnelle que les gens cherchent dans les jeux Obsidian et ce genre de choses. Donc pour ce qui est des choix de dialogue et autres, il fait largement mieux qu'AOED et Outer World 1 réunis. Au niveau du gameplay, je ne vais pas vous le cacher, c'est Outer World 1 en un peu mieux, avec 2 fois plus d'armes, avec plein d'avantages qui vont vous permettre de créer plein de builds. Le problème, c'est que ce système de build, il est raté à cause d'un truc. Et ça, je vais vous l'expliquer. Regardons mon perso niveau 18. Mon perso niveau 18, il a 14 en persuasion, 4 en leadership, 4 en médecine, 5 en piratage, 9 en crochetage et 2 en arme à feu. Vous constatez déjà que je me suis étendu un peu trop.
Et vous constatez aussi une autre chose, bah, c'est que malgré que je me suis étendu, et ben, ça va jusqu'à 20, vous constatez que j'ai qu'une seule compétence qui va au-dessus de 10. Parce que vous ne gagnez que 2 points de compétence par niveau, il y a 30 niveaux, donc mis à part la spécialisation au début du jeu, vous allez récupérer un total de 60 points de compétence. 60 points de compétence à distribuer sur 12 compétences qui vont jusqu'à 20. Donc vous êtes obligé de vous ultra spécialiser. Et là, eh ben, on a affaire à quelque chose d'assez ironique. C'est qu'en fait, c'est à la fois intéressant, mais c'est à la fois frustrant. C'est à la fois frustrant parce que vous vous sentez obligé de faire des choix, vous êtes obligé de vous spécialiser, mais quand vous voyez un dialogue que vous ne pouvez pas réussir, parce que vous n'avez pas eu la compétence spécifique et ce genre de choses, eh ben vous avez le démon, vous êtes un peu agacé et en colère. Voilà, ça c'est un peu l'ironie de l'aspect RPG d'Outer World 2. C'est que, à mon sens, le système il est bien, mais il est trop frustrant. Je vais vous donner un exemple. Cyberpunk 2077, que je n'aime pas, mais que je vais quand même parler au niveau de ça sur ma chaîne. Ben, j'ai fait pas mal de vidéos dessus et ce genre de choses. Il avait un excellent système de compétences. Il avait un excellent système de compétences et ce genre de choses. Vous pouvez pas faire tout, mais vous pouvez faire au moins le 60-70% des compétences. Donc, eh ben, vous devez vous spécialiser, mais ça ne vous bloquez pas pour autant tout l'arbre. C'est juste que vous allez le débloquer tardivement dans Cyberpunk. Là, dans Outer World 2, ben, si on peut monter que 3 compétences au max, si on se spécialise à la dure, et ben sur les 12 compétences, vous en aurez que 3. Ça veut dire que vous allez pouvoir maximiser que le quart de votre arbre de compétences, et vous n'avez pas de tenue pour augmenter vos statistiques, vous n'avez pas de compagnon qui monte vos statistiques, vous n'avez pas d'avantage ou de trait spécifique qui se débloque à l'aventure, un peu à la Fallout 3 là-dessus. Non, c'est que vous êtes limité à ça. Et à mon sens, je n'ai jamais vu un jeu vidéo où vous êtes autant limité dans votre build. Vraiment, c'est assez contraignant là-dessus, dans le fait que si vous décidez de maxer le crochetage pour pouvoir ouvrir toutes les portes possibles et vous orienter au niveau du vol, eh ben peut-être qu'il va falloir renoncer à la médecine ou renoncer à la persuasion, parce que vous ne pourrez pas tout faire. Si vous décidez quand même de faire persuasion et crochetage, ben en fait, eh ben là vous vous retrouvez dans un problème. Est-ce que je me full spécialise dans le combat sur une caractéristique de combat, que ce soit discrétion, corps à corps, arme à feu, mais par contre je me bloque toutes les autres possibilités, ou est-ce que je me débloque piratage, et ce qui fait qu'en débloquant piratage, vous pourrez réussir à ouvrir toutes les portes, ouvrir tous les terminaux, vous ne serez quasiment pas coincé dans un seul dialogue du jeu, mais par contre, le combat va vous chier dessus jusqu'à la fin. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous comprenez quand vous regardez mon arbre. C'est que j'ai que 2 en arme à feu. J'ai monté après jusqu'à 7 en arme à feu à la fin du jeu. Autant dire que certains combats étaient relativement durs, mais c'était pas impossible. Vous pouvez largement faire Outer World 2 en ayant 0 en arme à feu et au corps à corps. Vous avez suffisamment de kits, suffisamment de possibilités pour vous en sortir dans le jeu. Mais je trouve que ce point-là, ça rend le jeu extrêmement chaud à certains passages, et surtout que vous n'avez pas de respécialisation, le truc pour la respécialisation. Je ne sais pas comment on dit celui qui permet de faire la respécialisation. Bon, je m'excuse de bafouiller un peu. Donc voilà, ça c'est le problème. Ça c'est véritablement le problème. Parce que Obsidian a décidé de ne pas le mettre, parce que des gens, j'avoue que je l'ai fait dans Outer World 1, des gens se sont amusés en fait à se respécialiser avant des passages clés pour obtenir toutes les capacités importantes dans le moment venu. Et ça c'est un vrai problème. À mon sens, ils auraient dû le garder. Je pense que Obsidian aurait dû le garder, mais le désactiver aux hautes difficultés, ou mettre une somme vraiment abusée pour forcer le joueur à se mettre dans une situation merdique. Par exemple, je sais pas, on va dire un chiffre 10 000 balles la première fois, et ça monte à plus 10 000 à chaque fois. Voilà, parce que c'est une somme relativement énorme. J'ai pas utilisé mon argent du début du jeu. J'ai à peu près, sur ma partie où j'ai fini le jeu, je crois que je suis à 45 000 octos. Donc voilà, c'est pas énorme.
C'est pas absolument énorme. Alors après, j'ai rien vendu. Hein. Après, j'ai rien vendu et ce genre de choses. Donc je pense que quand je recommencerai le jeu, ce sera quand même très différent. L'expérience va vraiment être très très différente. Donc là-dessus, voilà. Mais sur ce point-là, je préfère Outer World 1. Et c'est le seul et unique point où je préfère Outer World 1. Sachez-le. L'autre point, et ça c'est important que je vais le dire, c'est le système de défaut. Vous connaissez le système de défaut de Outer World 1. Vous mettez un défaut un petit peu pénible et vous gagnez un point d'avantage. Au revoir le point d'avantage, maintenant, le système de défaut d'Outer World 2 va vous donner une contrepartie. Là, par exemple, santé restaurée, moins 20%, mais la toxicité est réduite de 40%. Parce que quand vous vous soignez dans Outer World 2, vous avez un niveau de toxicité, ce qui correspond au fait que vous ingérez des médicaments, et vous ne pouvez pas ingérer autant de médicaments que vous voulez, parce que sinon, bah, vous allez commencer voilà. Alors, rien dans Outer World, mais vous ne pouvez plus juste ingérer de médicaments. Mais globalement, il devrait, à mon sens, autoriser le fait de pouvoir se soigner au-dessus, mais d'entraîner des malus comme une perte de dégâts, une perte de vitesse et ce genre de choses. Et pourquoi pas, quand le soin se termine, un espèce de malus qui durait une journée. Voilà, moi, je ne suis pas développeur, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le rendre un peu plus équilibré, parce que j'avoue que 2 coups de soin en ayant médecine 5 et que je peux plus me soigner, c'est un peu frustrant, surtout que ça, c'est un défaut du jeu. Les ennemis font mal. Ah, les ennemis, ils ne te laissent aucune pitié. Ils te déchirent la tronche dans Outer World, parce que je n'ai pas compris le système d'équipement dans ce jeu. Ça, c'est le problème, c'est que j'ai 40 heures, mais que je mette une armure de niveau 4, que je mette une armure de 18, j'ai l'impression de mourir extrêmement vite. Alors j'ai commencé à mettre des modifications pour rendre mon armure un peu plus résistante. J'ai commencé à essayer le fameux casque de l'homme-lune. Quand vous utilisez le casque de l'homme-lune, vous avez un bonus de dégâts proportionnel à mon nombre d'octos, mais ça ne change rien. J'ai l'impression de mourir extrêmement vite. Alors je ne sais pas si c'est lié à un problème d'équilibrage au niveau des dégâts, mais j'ai l'impression d'avoir pris cher pendant longtemps, jusqu'à la fin du jeu. C'est vraiment à la toute fin du jeu. Alors là, je ne l'ai pas encore récupéré sur cette save, mais j'ai récupéré une armure qui fait que je peux survivre à la mort en échange d'un empoisonnement. Et ça a rendu le jeu beaucoup plus simple depuis que j'ai chopé cette armure. Et je pense que quand je vais recommencer ma partie, je pense dès ce soir, je vais directement aller chercher cette armure-là. Je vais rusher pour obtenir cette armure, parce que cette armure va grandement m'avantager dans l'histoire. Voilà. Ça, c'est en tout cas ce que je pense au niveau des prises d'équipement. Et maintenant, on va parler des 2 derniers sujets de cette vidéo, qui sont le dernier défaut du jeu, voilà, qui est le protectorat, et le jeu globalement, un peu l'histoire sans trop spoiler, et ce genre de choses qu'on fait, et ce que j'ai pensé de la narration. Donc, le plus gros défaut du jeu, eh ben, je vous le dis direct, on ne peut pas grandement être du côté du protectorat. Il faut savoir que Obsidian a vendu plusieurs factions qui sont Anti-Choice, l'Ordre de l'Ascendant, Sub Rosa, le Protectorat, le culte de l'Aube, ainsi que je ne sais plus comment s'appelle le nom de la dernière faction. Non, je crois que c'est juste ça, il me semble. Bah, vous ne pouvez quasiment pas les aider. Ne vous faites pas avoir par le début du jeu, parce que quand vous arrivez sur la première planète, vous avez des quêtes pro-protectorat, mais ces quêtes n'aboutissent à rien. Ces quêtes ne vous permettent pas d'aller du côté du protectorat, et les personnes que vous allez aider vont de toute façon vous trahir au protectorat si vous retournez leur parler plus tard sur la planète et ce genre de choses. Ça n'aboutit à rien, ça ne sert à rien. Je pense que c'est une voie qui est abandonnée par Obsidian. J'espère sincèrement qu'on aura une ville du protectorat ou une espèce de base du protectorat, peut-être un protectorat qui sont contre le consul ou je ne sais quoi, pour qu'on puisse être un peu plus de leur côté, ce genre de choses, parce que j'aime beaucoup la faction en elle-même. Alors elle a beaucoup de défauts, elle est moralement assez horrible, mais je trouve que par rapport à Anti-Choice,
c'est assez kiff-kiff, même si Hunty Choice, elle est 100 fois mieux que Spacer Choice ou le Conseil d'Alcyon. Voilà, il y a quand même des choses à redire par rapport à ces factions, ça c'est vraiment important à noter. Voilà. Ça voilà, ne vous faites pas avoir avec le protectorat. Moi, je suis resté du côté du protectorat du début à la fin, et ça a quasiment fait bugger mon arbre de réputation d'Hunty Choice, et ça c'est énorme, c'est quand même vachement triste. Là on peut par exemple le voir, lors de l'ascendant j'en suis à là, Hunty Choice j'ai fait énormément de quêtes pour eux, il y a des quêtes qui m'ont donné aucun point de réputation, sans explication pourquoi. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par rapport à ça, je pense que c'est quand même très important de ce point de vue-là. Maintenant, de quoi parle le jeu? Alors le jeu, c'est simple, il s'inscrit dans un style beaucoup plus Mass Effect que le premier Outer World. Le premier Outer World, on était sur le délire de Fallout 4. On était sur le délire de Fallout 4 du vous êtes une personne importante qui se décongèle et qui se retrouve dans la merde parce que vous êtes à la fois traqué par le conseil, à la fois vous pouvez collaborer avec eux. Il y avait une espèce de discussion assez intéressante entre le conseil plus le héros de l'histoire qui s'appelle Phineas, ce genre de choses, le mec qui vous a réveillé. Là où à Outer World 2, on est sur quelque chose qui est vraiment très différent, donc comme je l'ai dit, quelque chose de très LX, très Mass Effect, où vous incarnez un espèce de commandant spatial, le commandant du directoire de la Terre, et ce genre de choses. Et l'objectif du directoire de la Terre, c'est que vous faites une mission dans une station spatiale. Malheureusement, la mission tourne très mal. Vous vous réveillez des années plus tard, vous réalisez que c'est un bordel sans nom dans tous les systèmes Arcadia et ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment c'est le chaos général du début à la fin, et c'est vous qui allez devoir collaborer avec ces factions pour tenter de stopper la menace, qui est donc une espèce de faille spatiale qui va peut-être dévorer toute la galaxie. Donc voilà, vraiment, on est sur quelque chose qui est assez proche de Mass Effect, avec une intrigue qui peut faire penser à Starfield. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. J'ai trouvé que le mélange des deux marchait quand même relativement très bien. Moi qui adore Mass Effect et qui a énormément kiffé Starfield aussi. Donc vraiment, moi je ne peux que vous le conseiller. C'est très intéressant. Il faut compter, comme moi je l'ai fini en 40 heures, mais j'ai pas mal de quêtes secondaires que j'ai pas faites. Il faut compter à peu près, je pense, 45 heures, voire peut-être 50 heures pour le faire à 100%. Voilà, on est sur quelque chose de très proche d'Outer World 1. À Outer World 1, il fallait compter 30 heures, voire peut-être 40 heures si vous forcez un peu. Il est un peu plus long. Voilà, pour moi, c'est un peu ce que je pense globalement du jeu. Autre point que je pourrais dire qui est quand même relativement très important, il n'y a pas de grande ville. Alors, ne commencez pas à rusher le jeu comme moi j'ai fait par accident pour tenter de trouver une grande ville. Il n'y a qu'une seule ville qu'on pourrait considérer comme grand. J'en ai fait une vidéo sur internet, donc elle arrivera de toute façon quand ce sera l'heure. Et mis à part ça, il n'y a pas de véritable grande ville. Il n'y a pas de gigantesque ville du protectorat et ce genre de choses pour voir un peu comment fonctionne le protectorat et ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de villes aussi du monastère. Là, comment ça s'appelle déjà, l'ordre de l'ascendant. Ça, c'est quand même relativement dommage. Et je pense que j'aurais aimé qu'il le fasse. Voilà. Et je pense que ça viendra en DLC assez rapidement. En général, Obsidian prend 1 an pour sortir tous ses DLC, donc nous verrons bien. Et peut-être que maintenant qu'il y a l'égide de Microsoft derrière, peut-être qu'Outer World aura peut-être un suivi un peu plus long. Peut-être qu'Outer World 2, il aura peut-être 2 ans de DLC, nous verrons bien. En tout cas, voilà, ça c'est globalement ce que j'ai à dire sur le jeu. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est le jeu que j'ai le plus kiffé cette année. Même si son gameplay était assez dépassé, le reste était vraiment incroyable. L'expérience RPG était absolument parfaite. Il y a énormément de possibilités de fin et de choix. Il y a vraiment plein de petits embranchements qui est assez cool. Alors je pense qu'avec du recul, il n'y a peut-être pas autant de conséquences que les gros RPG style Baldur's Gate 3, Rogue Trader, Pathfinder. Mais par contre, c'est le fait d'avoir surmultiplié les embranchements
qui permettent justement de proposer pas mal de choses relativement intéressantes. Voilà, ça c'est globalement c'est un peu ce que je pense du jeu. Donc je vais m'arrêter là, voilà. Donc c'était mon avis sur Outer Worlds 2, vraiment. Quelle claque, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, surtout qui sort dans quelques jours. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle fin de soirée et bon jeu pour ceux qui vont commencer cette magnifique expérience qui pour moi il ferait partie vraiment maintenant je pense de mes RPG préférés. Voilà, avec Oblivion, avec Rogue Trader, avec Pathfinder, on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. Et je pense que vraiment, il faudra que je recommence une seconde run pour voir si j'ai pas raté quelque chose au niveau des possibilités d'action. Mais en tout cas, en termes d'embranchement, de possibilités, je pense qu'en termes de possibilités, mis à part New Vegas, et encore New Vegas, il y avait beaucoup de quêtes sur rail, mis à part New Vegas, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux là-dessus. Mais par contre, au niveau de conséquences, c'est vrai que, étant donné que le protectorat est hors course, c'est un poil décevant là-dessus. Mais le reste, vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment c'était vraiment un plaisir. Et voilà. Mais bon, je ne vais pas plus diverser là-dessus. Ça fait déjà presque une demi-heure que je parle. Donc je vous dis à la prochaine.